Adeptes de la grande toile, bonjour. Aujourd'hui on va commencer par un petit jeu. Si je vous dis Quentin Tarantino, quels sont les premiers mots qui vous viennent en tête, hormis le titre de ses films bien sûr? Cinéphile, ouais ça c'est logique. Violence, certes. Dialogue, ouais. Référentiel, évidemment. Exploitation, oui ça c'est bien vu. Weinstein, oui alors là plus maintenant. Cocaïne, oui probablement. Fétichisme, alors ok mais pour les pieds. Bon vous savez quoi, on va s'arrêter là. Maintenant si je vous dis blockbuster, ça vous inspire quoi? Ah ça fait bizarre hein, c'est pas très tarantinesque comme terme n'est-ce pas? Et bah pourtant ça va être le sujet de notre épisode, car il fut un temps où l'ami Quentin n'était pas juste le réalisateur indépendant par excellence, mais aussi un script doctor aussi discret qu'efficace sur des films considérés par l'intelligentsia critique comme l'antithèse absolue de son cinéma. Allez, c'est parti pour une petite plongée dans une partie immergée de la filmo de Tarantino. En décembre dernier, le site d'infociné Deadline annonçait que Quentin Tarantino avait présenté à la Paramount un pitch pour un futur Star Trek classé R et qu'une Writer's Room avait aussitôt été mise en place pour en tirer au plus vite un scénario. L'idée étant que le réalisateur de Pulp Fiction le dirige en personne dès qu'il en aura fini avec son très alléchant Once Upon a Time in Hollywood. Si ça peut vous paraître bizarre de voir cet électron libre qu'est Tarantino fricoter avec les gros studios pour diriger un tentpole à 200 millions de dollars, eh ben c'est le moment idéal pour vous rappeler trois faits. Primo, en bon enfant de la pop culture, notre ami Quentin est un trekkie, comme on atteste le carton d'ouverture de Kill Bill volume 1. Secondo, Tarantino et J.J. Abrams sont super copains depuis un bon moment. Si vous suiviez assidûment Alias sur M6 au début des années 2000, vous devez vous souvenir que le premier campait un simili Hans Gruber dans un double épisode à la Die Hard dans la saison 1. Je soupçonne d'ailleurs l'un des deux d'avoir piqué des idées à l'autre à cette occasion, si on compare ces deux scènes très similaires de Kill Bill et du final de la saison 2 d'Alias. Tertio, Tarantino n'est absolument pas étranger au monde merveilleux des blockbusters qui font boum boum, bien au contraire. Il s'est allègrement vautré dedans dès le début de sa carrière. Le phénomène Tarantino explose en 1992 avec Reservoir Dogs, son premier film, ou son deuxième selon que vous preniez en compte l'incomplet My Best Friend Birthday, réalisé 5 ans plus tôt. Aussitôt, les studios, qui ont toujours été plus doués pour repérer les talents que pour les laisser s'épanouir, commencent à draguer le petit génie de 29 ans. On lui propose notamment les projets Speed et Men in Black que Tarantino décline pour partir écrire Pulp Fiction à Amsterdam. Parallèlement, deux de ses scénarios sont achetés pour être portés à l'écran par des cadors d'Hollywood. Le premier, Tueur né, est transformé en trip sous acide par un Oliver Stone en pleine période expérimentale et sera désavoué publiquement par son auteur. Le second, que Tarantino considère pour diverses raisons comme son travail le plus personnel, est confié aux mains de Tony Scott, et là pour le coup où la collaboration se passe à merveille. Il faut dire que Quentin, c'est un fan inconditionnel de Tony Scott. Et ça, au début des années 90, c'est pas banal. À l'époque, Scott est vu par la critique au mieux comme un bon formaliste, pour peu qu'on aime l'esthétique clip et les filtres à gogo, au pire comme un sale collabo qui a mis son talent au service de la lie du cinéma américain, à savoir le duo de producteurs Don Simpson, Jerry Bruckheimer et leur principal concurrent Joel Silver. Mais Tarantino, lui, il kiffe ses films, tous ses films. Quand il apparaît vite fait dans le film Sleep With Me en 1994 pour jouer un gars convaincu que Top Gun est le meilleur film de tous les temps, You want subversion on a massive level. You know what one of the greatest fucking scripts ever written in the history of Hollywood is? What? Top Gun. Oh, come on. Top Gun is fucking great. il y a de fortes chances qu'il ait écrit lui-même ses répliques et qu'il pense sincèrement chacune d'entre elles. Sur True Romance, les styles Scott et Tarantino s'accordent étonnamment bien, et certains commencent doucement à se demander si le premier ne serait pas en fait un peu plus qu'une version dégénérée de son frangin Ridley. Visiblement peu concerné par ce vague début de considération, Tony Scott choisit pour son film suivant de renouer avec ceux qui sont à l'origine de sa mauvaise réputation. Alors, si vous n'avez pas vu le double épisode que nous avons consacré au tandem Simpson-Bruckheimer, il faut savoir que les deux Lascars ont toujours eu l'habitude de recruter des scénaristes à la queue leu-leu pour retravailler jusqu'à l'absurde des scripts qui n'en demandaient pas tant. Un tel est chargé de rajouter des gags, un autre de réécrire une scène en particulier, et tout ce beau monde est payé grassement sans être crédité au générique à cause des règles très strictes de la Writers Guild of America. USS Alabama ne déroge pas à la règle.
Officiellement, le scénario est signé du seul Michael Schiffer, qui est un peu le monsieur géopolitique à Hollywood dans les années 90, puisqu'il est aussi derrière Le Pacificateur, le tout premier film du studio DreamWorks en 1997. Officieusement, il y a au moins 3 auteurs de plus. Et attention, pas n'importe qui. Steven Zaillian d'abord, tout juste auréolé de l'Oscar de la meilleure adaptation pour son superbe travail sur La Liste de Schindler. Robert Towne ensuite, surtout connu pour avoir écrit le Chinatown de Roman Polanski, mais qui a aussi bossé sur le dernier film du trio Scott, Simpson, Bruckheimer, Jour de tonnerre. Towne s'est surtout chargé de la scène du mess des officiers, où les personnages de Gene Hackman et Denzel Washington comparent leur approche philosophique de la guerre, et montrent déjà de légères divergences d'opinion. In my humble opinion, in the nuclear world, the true enemy is war itself. Le dernier script doctor, vous l'aurez deviné, n'est autre que notre ami Quentin Tarantino, appelé en renfort par son pote Tony Scott. But after I became known, I was hired to do. I was hired. And I was paid a lot of money, but that wasn't why I did it. I did a dialogue polish on Crimson Tide. Yeah. For Tony Scott, and basically because I love Tony Scott, I just really love him. This is in the same vein of what we're talking about. In fact, I can't say no to Tony Scott. That's why whenever Tony Scott's making a movie, I don't answer the phone if he ever calls, because I know I won't be able to say no to him, but I know I can't do it either. Apparemment, Denzel Washington n'était pas très fan de ses ajouts au scénario, et il a profité d'une visite sur le plateau de Tarantino pour taper un scandale public, où il lui a notamment reproché sa propension à utiliser un certain mot. Nigger. Let's go, nigga, come on! Bon, en tout cas, Simpson et Bruckheimer, eux, sont ravis. You know, Don Simpson calling me up. Oh, these speeches with Gene Hackman, this is John Ford time! Du coup, dans la foulée, il propose à Quentin de remettre le couvert sur leur blockbuster suivant. Malgré sa palme d'or et son Oscar du meilleur scénario pour Pulp Fiction, Tarantino accepte bien volontiers de se pencher sur ce Die Hard à Alcatraz, qui est déjà passé entre de nombreuses mains. Eh ben oui, encore une fois, il faut faire le tri entre les scénaristes autorisés à figurer au générique, et ceux qui n'ont même pas eu le droit à une mention sur la page IMDb du film. Parmi ceux-ci, on trouve Dick Clements et Ian Lafreniere, 2 auteurs anglais recrutés à la demande de Sean Connery, producteur exécutif sur le film, pour écrire les dialogues de son personnage. Il y a aussi Aaron Sorkin, qui n'était pas encore le scénariste star et multi-récompensé que l'on connaît aujourd'hui. À l'époque, il était surtout l'auteur de la pièce de théâtre Few Good Men et de son adaptation au cinéma en 1992. You want answers! I want the truth! You can't handle the truth! Vu qu'elle met en scène des militaires un peu psychorigides sur les bords, on pourrait s'attendre à ce que Sorkin ait été engagé pour donner de l'épaisseur au personnage du général renégat campé par Ed Harris. Manque de peau, Simpson et Bruckheimer lui ont seulement demandé d'écrire des scènes de comédie, ce qui n'est pas spécialement son point fort. All I care about is, are you happy with your... Le méchant pas si méchant qui sert une noble cause est principalement l'œuvre de Jonathan Hensleigh, qui venait de se faire une petite réputation avec les scripts de Die Hard 3 et de Jumanji. C'est clairement le scénariste qui a collaboré le plus étroitement avec Michael Bay pendant la pré-production et le tournage de The Rock. Du coup, au moment de la sortie du film, le réalisateur se fendra d'une lettre ouverte à la Writers Guild of America pour protester en vain contre l'éviction d'Hensleigh des crédits du film. Et enfin, il y a Quentin Tarantino, qui lui n'a probablement bossé que quelques jours sur le film. Mais n'empêche, un petit jeu rigolo consiste à essayer de deviner quels ajouts il a pu apporter au scénario de The Rock, et puis tant qu'on y est, à celui du SS Alabama. L'un des traits les plus caractéristiques de l'écriture de Quentin, c'est son goût immodéré pour la sous-culture de la seconde moitié du XXe siècle, qu'il régurgite à longueur de dialogue. On pouvait déjà s'en rendre compte dès la scène d'ouverture de Reservoir Dogs, où les braqueurs débattent du sens caché de la chanson de Madonna, Like a Virgin. Dans USS Alabama, on serait donc bien tenté de lui attribuer les références pop qui pointent régulièrement le bout de leur nez. Certaines justifiées. Who played the German sub-commander in The Enemy Below with Robert Mitchum? Was it Kurt Jurgens or Hardy Kruger? Sir... Wrong answer! Drop down and give me 20! Now! Move! D'autres un peu plus tirés par les cheveux. Why were you two fighting? Well, I said that the Kirby Silver Surfer was the only real Silver Surfer, and that the Mobius Silver Surfer was shit. Ah et puis tiens, on a même le droit à un clin d'œil à Star Trek. You know Star Trek and USS Enterprise, though? All right, you remember when the Klingons were gonna blow up the Enterprise and Captain Kirk calls down to Scotty, he says, Scotty, I gotta have more power. He needs more warp speed. Warp speed, exactly. Well, I'm Captain Kirk, you're Scotty, I need more power. A noter que l'opérateur radio répond au nom de Vossler, qui est également celui d'un copain de Tarantino, à l'époque où il bossait dans le vidéoclub de Manhattan Beach, Video Archives. Dans The Rock, Tarantino semble surtout s'être fait plaisir avec le personnage de Nicolas Cage. Celui-ci nous est en effet présenté comme un gros geek qui aime bien étaler sa science.
It's kind of curious, but Sir Walter Raleigh, Alcamenus, Solzhenitsyn, they were all wrongfully in prison. Ou encore causer musique. Let's talk music. Do you like the Elton John song Rocket Man? Ou bien jouer les fétichistes vintage. Carla wouldn't approve. She thinks it's dumb to spend $600 on an LP. Carla's right. Why don't you just spend $13 on a CD, man? First of all, it's because I'm a Beatlemaniac. And second, these sound better. Bah comme Tarantino quoi. Parmi ses spécialités, il y a aussi ces longs monologues déclamés par un personnage devant un interlocuteur silencieux. Pulp Fiction en comptait un certain nombre d'exemples. Et quelle surprise, on en trouve justement un du même genre dans The Rock. What's wrong with these people, huh, Mason? Don't you think there's a lot of anger floating around this island? Kind of a pubescent volatility? Don't you think? A lot of angst, a lot of 16, I'm angry at my father syndrome? Autre gros morceau tarantinesque, ce superbe échange entre Dennis Hopper et Christopher Walken dans True Romance, où le sujet complètement trivial de la discussion et le ton badin, au lieu d'annihiler la tension de la scène, l'apporte au contraire à son comble. Your ancestors are niggas. Hey. Yeah. And your great-great-great-great-grandmother fucked a nigger. Oh, yeah. And she had a half-nigger kid. If that's a fact. Un procédé qu'on retrouve quasiment à l'identique dans USS Alabama. The Lippens Honor Stallions. Most highly trained horses in the world. They're all white. Yes, sir. Yes, sir. You're aware they're all white, or yes, sir? You've seen them? Yes, sir, I've seen them. Yes, sir, I'm aware that they're all white. They're not from Portugal, they're from Spain. And at birth, they're not white. They're black. Et pour info, les deux personnages ont tort, les Lipisans sont en fait des chevaux slovènes. Continuons avec deux tirades macho qui semblent clairement sortis de la même plume. Yeah, horses, they're fascinating animals. Dumb as fence posts, but very intuitive. In that way, they're not too different from high school girls. They might not have a brain in their head, but they do know all the boys want to fuck them. Losers always whine about their best. Winners go home and fuck the prom queen. Carla was the prom queen. Mais allez savoir, elle pourrait être aussi l'œuvre du producteur Don Simpson, qui n'avait pas vraiment une réputation de gentleman. De même, je ne suis pas sûr que ce soit Tarantino lui-même qui ait osé recycler dans The Rock le coup de la seringue plantée en plein cœur de Pulp Fiction, ou qui ait insisté pour coller un Mexican standoff comme dans les climax de Reservoir Dogs et True Romance. Et d'ailleurs, si vous avez repéré d'autres trucs qui sentent le Quentin tout craché, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Bon, même si elle peut sembler superficielle, la participation de Tarantino au script de USS Alabama et The Rock aura au moins prouvé que son art était parfaitement soluble dans celui de Don Simpson et Jerry Bruckheimer. Et là, paye ton paradoxe. Un pur exemple d'auteur-réalisateur qui se met au service des fossoyeurs du nouvel Hollywood et de sa politique des auteurs. Un défenseur acharné du cinéma dans toute sa diversité, bossant pour les inventeurs du high concept et des blockbusters standardisés. Et oui, mais Quentin Tarantino, c'est un loup solitaire. Les critères habituels du bon goût cinématographique, où commercial et exploitation sont assimilés à des gros mots, lui, il s'en tape complètement. Pour s'en rendre compte, il suffit de parcourir les nombreux tops qu'il a dressés au cours de sa carrière. Et oh tiens, qu'est-ce qu'on retrouve dans la liste des films les plus cools de tous les temps? Eh oui, Jour de tonnerre, qu'il voit comme un putain de Sergio Leone avec des voitures. Bon, faudrait quand même peut-être pas trop déconner non plus Quentin. Sauf erreur, The Rock est le dernier film sur lequel Tarantino s'est contenté d'un simple boulot de scénariste. Il s'en explique ici. And I couldn't be prouder of Crimson Tide, and I was happy with the work in it. But at the end of the day, it was literally at some point, and they paid me a lot of money. At some point, I was like, I will give you all the money back. Plus, here's another $100,000 to just fuck off. You're gonna make money on this! Now, what was it? Did you have an 11th hour sort of attack of the nerves about it, or you just didn't want to be involved in it? No. It was just, I've never... Look, when it comes to this kind of stuff, when it comes to writing, I don't work for a living. It's mine. I do it mine. My own deadlines are my deadlines. If I make them, I make them. If I don't, I don't. It's very, very organic. That's the first time I ever had this kind of pressure.
Par la suite, ce sont surtout ses talents de comédien qu'il va mettre au service des autres, ce qui nous a offert, il faut bien le dire, de grands moments de cinéma. You make the Lord very nervous. All right. I'm burning now. Take it easy. Hellfire is burning me alive. He's burning. Burning! The beast is alive. He's among us. Clear the street. The devil is here. C'est donc sur cette note de bon goût que s'achève notre exploration du sombre passé de Quentin Tarantino. Si vous avez découvert notre chaîne au hasard de vos pérégrinations sur les internets, apprenez que nous avons une chaîne YouTube maintenant bien remplie, ainsi qu'un compte Twitter, une page Facebook, et même une fiche Tipeee pour nous encourager à continuer. Et d'ailleurs, on dit un gros merci à ceux qui nous soutiennent déjà. À la prochaine fois!